Bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, avant de vous faire un peu l'historique de cette décharge, je voudrais donc vous remercier, vous Philippe Guetchel, mais aussi Olivier Dufour, qui est ma glanchard d'adoption, et puis tous ceux qui se sont intéressés à cette question de cette décharge qui date des années 75. Et il est vrai que bon, c'était les déchets au départ ménagers de la commune limitrophe de nos voisins d'Arrache, qui avaient créé donc sur un site un four d'incinération à autocombustion Péchou pour éliminer leurs déchets ménagers. Donc, comme tout le monde sait, ces fours n'ont quasiment jamais marché, puisqu'ils ne brûlaient pas, et tout ce qui n'était pas brûlé était poussé dans le ravin pour en mettre d'autres déchets. Ça a duré quelques années, et ensuite, finalement, le four a été arrêté, et les déchets se sont déversés dans le ravin comme cela. Et en dehors des déchets ménagers comme c'était prévu à l'origine, ça s'est déversé des tas de choses, des gravats, des pneus, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui ne pouvait pas se détruire à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de déchetterie. Aujourd'hui, bon, ça c'est quand même différent. Et en plus, on sait très bien que même nous, on a construit un four d'incinération qui était le premier du département en 1982 sur le site de Marigné. Ces fours aussi qui étaient déjà performants ne brûlaient pas tout. Il restait quand même beaucoup au niveau des mâches fer. Bon, il fallait faire du tri. Il y a des choses qui ne brûlaient pas. Alors aujourd'hui, cette décharge, comme vous avez pu le constater, on vous remercie de vous y être intéressé avec votre association. C'est une tâche, comme on dit chez nous, une tâche dans la nature. Et même si nous, au sein du conseil municipal, avec la commission environnement, on s'est intéressé à l'affaire déjà depuis quelques années, la rudesse du terrain, la pente du terrain, puis les dangers que cela comporte étaient difficiles. Bon, certains qui font de la montagne ont commencé à essayer de rassembler certains, notamment les pneus qui étaient en quantité énorme, ont commencé à rassembler des choses qui pouvaient l'être par eux, mais après se posait le problème d'évacuation. Et c'est vrai que tout ça est resté un petit peu en stand-by. Et on avait eu, il y a quelques années, un guide de Saint-Gervais qui était anglais, qui lui était venu nous voir aussi, s'était intéressé à ça, avait commencé. Et puis après, c'est tombé à l'eau. Et il y a eu un déclic avec un reportage dont on ne sait pas qui est à l'origine. Dans le Dauphiné libéré, il y a environ un an, non, même un an. On a essayé de savoir qui était à l'origine de ce reportage et on n'a jamais pu, le journaliste qui a fait ça, on n'a jamais pu le savoir. Et entre-temps, vous, Philippe Guatchel, vous avez sollicité la commune pour voir s'il était possible de faire quelque chose avec nous. Donc la présidente de la commission environnement, Madame Crozet, a été fortement intéressée par la chose. Elle vous a contacté et aujourd'hui, on va essayer de commencer ou de concrétiser avec vous le nettoyage de ce site. L'impact, outre, il y a l'impact visuel. Hein, déjà ça. L'impact visuel, on est quand même sur un tracé de sentier de grande randonnée, le GR 96. Bon, beaucoup de gens, enfin beaucoup, je m'entends, hein, beaucoup de randonneurs le fréquentent, malgré que c'est un peu difficile. Il faut savoir qu'on a fait quand même les passerelles, c'est quand même la commune qui a fait ça. On les a fait par deux fois parce que les chutes de pierre les ont tout emmenés et tout. Il y a l'impact visuel. Et puis là, il y a un impact peut-être qu'il est moindre. C'est un torrent. À l'origine, il y en a beaucoup c'était dans un torrent qui s'appelle le torrent de l'Épine.
bon, bah, qui se jette dans l'arbre au niveau de la zone industrielle. Bon, bah, là aussi, il y a un impact sur le milieu naturel, sur l'eau, sur tout ça. Après, je ne peux pas dire comment était fait parce qu'il y a quand même beaucoup de falaises, là, de mémoire, parce qu'il y a un moment que je ne suis pas retourné. La faune et la flore, je ne sais pas l'impact qui a pu avoir dessus. Moi, je ne suis pas spécialiste pour le dire. Ben, pour moi, c'est quelque chose de positif parce que des initiatives citoyennes, on en parle beaucoup, mais il y en a pas beaucoup qui sont d'origine citoyenne. Hein. C'est un mot qui est bien dans l'air du temps. Mais il y en a peu qui le font en réalité. Alors c'est quand même positif de voir ça qu'aujourd'hui, ça soit des citoyens qui prennent en main leur destin pour ne pas laisser aux autres générations une planète poubelle. D'ailleurs, c'est votre association, Respect Planète, qui veut dire beaucoup de choses, quoi. Moi, j'ai dit à Madame le maire, justement, mais je ne sais pas si elle a bien capté, que ce samedi, on avait une opération. Donc bon, elle ne doit pas connaître tous les tenants, les aboutissants, comme moi, je peux les connaître, parce que moi, il y a très longtemps que je grenouille dans le système, mais elle est élue depuis, enfin, elle est maire depuis un mandat, et avant, elle était adjointe. Donc, je sais pas, moi je lui ai dit, mais ça, j'ai même compris que vous avez envoyé un courrier, il semble qu'elle n'est pas au courant. Alors peut-être que, je sais pas, faudra voir à Arrache aussi, tout va changer l'année prochaine. Madame le maire ne se représente pas, puis beaucoup ne se représentent pas. Alors après, bah, l'année prochaine, il faudra peut-être voir avec les équipes qui seront en place à l'issue du mois de fin mars, hein, ce qui peut être fait, quoi, puisque aujourd'hui, dans toutes les communes, enfin, ou presque, il y a une commission environnement, même si elle ne s'appelle pas environnement, elle s'appelle d'une autre manière. Hein, avant, on appelait ça le cadre de vie. C'était, moi, quand j'ai débuté dans le conseil, c'était pas la commission environnement. C'était la commission du cadre de vie qui existait déjà il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans. Ben, comme je vous l'ai dit un peu, c'est donc on avait déjà essayé, hein, mais nous, on n'a pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont spécialistes plus que les autres, et on voit dans la montagne, bon, bah, c'est fait par les guides, hein, c'est même quasiment toujours fait par les guides. C'est pas le citoyen lambda qui peut aller, surtout si on prend le secteur là du torrent de l'Épine et de Bellegarde. Alors nous, quand nous on voulait faire quelque chose, comme je vous l'ai dit, donc un guide anglais nous avait déjà contacté, on a essayé, puis après bah, c'est un peu tombé dans l'oubli parce que je pense que ce guide est parti avec des gens de la commune, et puis c'est vous quand vous nous avez sollicité, donc Madame Crozet, elle a dit ben, c'est peut-être l'occasion ou jamais d'essayer de faire quelque chose, tout en sachant que bon, pour nous ça semble quand même compliqué pour enlever des déchets quand on a des pentes comme ça, et c'est pas n'importe qui peut le faire. Bon, il est clair qu'une fois qu'on a commencé, il faudra bien que ça continue, parce que c'est pas. On a fait une opération, il y a combien d'années, je me rappelle plus, Josette, avec l'anglais, ça doit remonter. 3 ans. 3 ans. Donc il n'y a plus rien n'a été fait depuis. Donc c'est vrai que si il faudra continuer. Après, ben, on va voir comment, si ça se traduit par quelque chose de beaucoup plus grand. Bon, il faudra voir donc de quelle manière, tout en sachant que les élections municipales, c'est l'année prochaine. Et puis ben, on verra l'équipe qui est là, comment elle voit la chose. Mais pour moi, personnellement,
On ne peut pas commencer et s'arrêter. Surtout si en face, on a en face de nous des gens qui veulent faire quelque chose. Après, on verra comment on peut organiser ça. Il faudra qu'on étudie tout ça, quoi. Mais pour moi, je ne vois pas, enfin, à moins que mes collègues ne soient pas d'accord, mais moi, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait d'un coup, quoi. C'est pas le but, hein. Autrement, c'est pas le but de faire une opération pub ou marketing, parce qu'on s'est beaucoup interrogé. On arrive dans une période qui est électorale. Qu'est-ce que c'est? C'est pour faire ci. C'est pas notre but. Nous, on ne travaille pas de cette manière. Nous, on a toujours travaillé dans la longévité depuis longtemps, comme je vous le dis, sans des actions marketing ou de pub. Ce qu'on a fait avec l'anglais, ça aurait été aussi très bien pu être médiatisé. Nous, on ne sait pas trop faire ça. Alors ceux qui savent le faire le font, mais ce n'est pas notre souci premier. Comme l'a dit Madame Crozet, c'est mieux le souci de retrouver un site propre, puis pas dire que nous on a connu ça, on était déjà avec un certain âge. Là il y a des jeunes qui connaissent ça, que l'autre génération, elles ne connaissent pas ça. C'est tout bête, mais c'est tout simple et tout. On voyait, on a vu pendant ce qui arrivait, j'expliquais que quand la station de Flaine s'est créée, il y avait pour construire, il n'y avait pas de route pour aller à Flaine. Et Flaine s'est construit, le Flaine de Breuer, qui est classé à l'inventaire des monuments historiques, le Flaine de Breuer, donc qui est un architecte de renom américain, mais enfin qui était allemand d'origine, qui avait fui l'Allemagne nazie. Donc ce Flaine a été construit à Maglan avec une usine de préfabrication qui se situe donc au pied du torrent de l'Épine. Aujourd'hui, cette usine, elle a été transformée en scierie, mais ici, il y avait une usine avec un téléphérique qui montait tous les éléments préfabriqués, parce que le Flaine de Breuer, c'est tous des éléments préfabriqués de béton. Donc vous voyez ces pointes de diamants, ces grands immeubles qui sont là, qui ne plaisent pas à tout le monde, mais c'est quand même spécial. Et vous allez aux États-Unis, vous irez à New York, à Manhattan, il y a un musée, je ne me rappelle plus si c'est vous allez là-bas, qui connaît Flaine, puis qui voit ce bâtiment, il dit tiens, je sais par qui il a été fait. Il a été fait par Marcel Breuer. Alors c'est vrai que quand l'usine s'est faite, ils ont, pour en revenir à nos moutons, ils ont fait un grand bac de décantation pour éviter que l'usine soit inondée, puisqu'ils ont canalisé le torrent et il passe sous la plateforme de la scierie d'aujourd'hui. Et après, ce bac de décantation était vidé régulièrement. Ça coûtait rien parce que les gens se payaient avec le gravier, parce que ça amenait du gravier. Et après, une fois qu'il y a eu les ordures, ça a été fini. Le bac de décantation, il était toujours là, il se remplissait à la vitesse grand V avec des ordures, mais quid, qui allait le vider? Et on a eu des tas de réunions dans cette salle avec les services de la presse, parce que c'était la DDE qui faisait ça à une époque. Je ne sais pas les accords qu'avait eu le promoteur de la station. Et après, l'autre propriétaire qui était le scieur, lui, quand il a pu trouver son dû en le faisant de curé, il voulait que la collectivité continue. Alors, comme il y avait un impact au niveau de la nationale, parce qu'il passe sous la nationale aussi à ce niveau, donc l'État a continué à le faire. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire qui le fait. Mais en tous les cas, c'est pas tout ce qui vient dedans, ça intéresse plus personne, puisqu'il faut aller le mettre dans une décharge. Voilà un petit peu l'histoire, ce que je peux vous dire. Nous, le gros morceau, c'est vrai, c'est que ça a beaucoup fait bouger la population. C'était quand ce que je vous expliquais, les fours de Marnaz, les premiers fours du Sivom,
se sont arrêtés et que Marnaz ne pouvait plus recevoir de déchets, c'est le lac de Chamonix. Parce qu'il y a encore une chose que je ne vous ai pas dit. Quand il a fallu trouver une autre décharge pour le Sivom, puisque en 1979, des études se faisaient déjà pour l'usine. Mais là, on arrivait, c'est la période de 60, des années de 60 à 80, mais même encore maintenant, mais où c'était le grand boom à tous les niveaux, hein, où il y avait la société de consommation, c'est là qu'elle battait son plein. Et c'est vrai qu'il fallait trouver des solutions. Et quand on est parti de Marma, la question s'est posée, où aller? Où aller? Et Maglan, de par sa configuration, hein, où on a des montagnes, des sites qu'on ne voit pas des deux côtés, où il y en a qui ont cherché, et où ils voulaient les mettre? Ils voulaient les mettre à Balme. Quand vous montez au carreau, sur votre gauche, vous avez une carrière qu'on ne voit pas très bien. Et c'est vrai que derrière, il y avait un immense trou naturel qui était immense, et ils voulaient les amener là. Après, on s'est aperçu que c'était sur la commune de Saint-Sigismond, mais au début, ils pensaient que c'était sur Maglan. C'est arrivé au conseil municipal, et le conseil municipal s'est élevé fortement contre cette décision du Sivom d'amener sur ce terrain, parce qu'en plus, c'était des terrains privés. Il y en avait un petit peu communal, mais privés. Et bon, ça a fait débat, ça a duré bien pendant 1 an. Et finalement, après, ça a été le site du lac de Barry, là, où l'autoroute, quand l'autoroute s'est créée, il a fait comme partout dans les plaines, il fallait chercher des matériaux pour arriver à ne pas faire des autoroutes comme ça, que ça soit de niveau. Donc les matériaux, ils ont été pris. Pourquoi on a la trouée de Cluse? Pourquoi on n'a pas fait de tunnel là? Ça serait quand même beaucoup plus sympa. C'était une belle montagne, hein, c'était le Chevrier, c'était une belle montagne. Et ben on a fait la trouée qui a généré maintenant, quand on parle environnement, qui a changé le climat, et le climat d'un village qui s'appelle Chamonix, qui est vanté énormément, qui ne l'était pas avant, parce qu'il était protégé. Ben, cette trouée, elle s'est faite pour trouver des matériaux pour que l'autoroute avance. Alors il y a eu ça. Après, il y a eu un petit peu plus loin des emprunts au niveau de la plaine alluviale, hein, qui a généré le lac de Balme, que vous ne connaissez peut-être pas. Le lac de Balme, il faut passer au niveau de l'ancienne gare de Balme, après il faut passer sous l'autoroute, on y va à pied. Et là aussi, il y a un lac qui est conséquent, qui avait été dédié aux pêcheurs. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'il est trop devenu. Où il y avait le camp de Roms pour aller là. Vous n'avez pas vu les camps de Roms qu'on a démolis là, il y a 1 mois. Et il fallait passer là. Après, il y a eu le village de Chamonix, avec, sur le site de Barry, où il y a eu 2 lacs énormes qui ont été créés. Un, donc on l'a transformé, c'est le lac que vous connaissez pour les pêcheurs. Vous ne connaissez pas ce lac? Le lac de Balme? Non, de Chamonix. Chamonix, bien sûr, vous oui. connaissez? Il y en avait un autre de l'autre côté de l'autoroute, oui, où il y a la ferme actuellement. Et c'est celui-là qui a servi de décharge après. Au lieu d'aller à Balme, alors ils ont rempli ce lac-là avec toutes les conséquences qu'il y a eu. Je ne parle pas de la dégradation de la route, les va-et-vient des camions dans un village, un petit village qui est assez sympa. Bon, on a réussi quand même après avec la mise en route de l'usine, tout ça s'est arrêté. C'était grand temps d'ailleurs. Intéressant. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que Maglan, de par sa géographie, c'est toujours la commune la plus grande du canton de Cluse, hein, parce on a les Aravis, on a le Grand Bornand là derrière, et puis on va sur Sixte et Passy de ce côté, hein, sur ce versant. Alors, il est sûr qu'avec il y a un PPR qui existe depuis 1997 et qui fait que la commune, de par sa géographie, vous voyez du rouge partout. Alors si ce n'est pas dans l'inondabilité de la plaine, c'est les chutes de blocs là, hein. On n'est peut-être pas là tout à l'heure, ça tombe la montagne et puis on part. Et les avalanches,
là, glissement de terrain, un petit peu de tous les côtés, il y a des problèmes. Alors aujourd'hui, ça se ferait plus, ce genre de choses. Ça ne serait pas possible d'être fait. Comme d'ailleurs l'autoroute qui coupe la commune en deux. Ça, c'est des choses qui ne se feraient pas. Voilà, comme les mentalités avancent, elles avancent tout doucement, mais ça avance quand même. Voilà. Moi, je voudrais donc, en dehors de l'association Respect Planète que vous présidez, je ne sais pas quel type juridique c'est, je voudrais m'en remercier, c'est la commission environnement de Maguelone, sa présidente, donc Madame Josette Crozet, et puis tous ces gens qui sont autour d'elle, hein, Robert Rocchini qui lui s'est occupé de la logistique, Hervé Dufour, Gérard Vulpillère, des gens qui sont passionnés par tout ce qui touche à l'environnement et qui ont compris eux aussi qu'il fallait faire quelque chose pour les générations futures. Alors merci à eux aussi et merci à vous. Voilà. J'avais vu que vous avez fait le lac du Bourget aussi. Oui, on est dessus. Là. Ouais. Des pneus. Mais vous faites toute la rive où il y a le chemin de fer, non Oui, non, pas... oui, entre autres. Oui. Entre autres. Mm. Parce que la route est en encorbellement au-dessus de l'eau. Oui, oui. Et donc c'est un site idéal pour des sauvages, pour déverser. tout ce qu'ils ont à déverser. En plus, ça descend à 60 mètres quasiment tout de suite. Donc il y a des tas de voitures volées, de véhicules volés, des motos volées qui basculent là directement sans qu'on puisse aller les chercher. Et je vous le disais en aparté tout à l'heure, bon, il y a ce versant-là, mais il y avait le versant, je le disais à Olivier Dufour, à la Maladière, où il y a les buttes et puis Portigliati, vous regardiez en face, là aussi ça a duré des années. C'était la décharge de tout le monde, d'habitants de Cluse qui allaient vider, puis c'était dans un ravin. Alors là, il y avait un impact visuel depuis la nationale qui était vraiment fort. Alors finalement, ça je ne sais pas si ça a été vraiment nettoyé ou si c'est beaucoup de terre qui a été mis, mais c'est un peu le même système que là. Sauf qu'ici, pourquoi peu de gens s'y sont intéressés ? Parce que c'est pas visible en dehors des randonneurs et puis de ceux de Maguelone qui connaissent. Je pense que si ça avait été visible là sur le coteau, il y a longtemps que tout serait nettoyé et remis en état, quoi. Voilà.